On est au KK Show, guys. On est content d'avoir un special guest, M. Omotunde. Vous êtes au KK Show. C'est extraordinaire. Yes. Après avoir fait 16 conférences à l'UQAM, avoir vu des gens hisser le drapeau blanc, en me disant, non, Monsieur Omotunde, là, on ne comprend plus rien. Parce que la culture africaine, les sciences africaines, c'est puissant, mais on a besoin véritablement d'un temps de compréhension. Et là, on est perdu. Et c'était notamment le cours de mathématiques africaines, parce que je voulais montrer comment les mathématiques africaines ont généré le code binaire informatique. Parce qu'il faut savoir que ce sont les seules mathématiques en base 2 qui génèrent de fait un code binaire informatique. Et c'est vrai que les Occidentaux avaient caché qu'ils avaient pris cela en Afrique. Et que le but du jeu, c'était de montrer comment il y a ce lien entre mathématiques africaines et informatique. Mais aussi de montrer que c'est vrai qu'ils ont pris un système de codification, mais il y en a beaucoup, et qu'il serait temps qu'on puisse voir la science aussi dans notre culture. Parce qu'on parle de notre culture comme une culture de divertissement, alors qu'elle est au départ scientifique. Et ça, c'est important de le souligner. Il ne faut pas l'oublier. Voyez, c'est un peu ça le problème que nous, on est beaucoup identifié à l'entertainment, tout notre savoir, tout, je pourrais dire, notre système d'éducation est sur l'occidental. Donc, si on veut essayer de s'émanciper, il faut avoir nos propres références. Mais on dirait que tout a été falsifié d'une certaine façon. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que nous, on est des poissons d'eau de mer, pas des poissons d'eau douce. Et on se retrouve à cause de l'histoire dans l'eau douce, alors que notre eau, c'est l'eau de mer. Donc, il faut simplement aller faire un tour. Et vous allez voir que ce qui se passe est extraordinaire. C'est-à-dire notre vitesse de compréhension des choses, elle y est tout de suite dopée par le fait d'être dans l'eau qui nous convient. Et ça, c'est important. Maintenant, c'est vrai qu'il faut arriver, je dirais, à faire cet effort de compréhension. Nos traditions sont des traditions scientifiques. Et comme il y a des univers de sciences qui sont des niches scientifiques, le fait de ne pas connaître ces univers de sciences, on ne voit pas la science qu'il y a dans le texte. Mais là, je pense que j'ai pu montrer aux gens qu'il y a beaucoup de sciences dans les textes sacrés africains. Et c'est important de faire cet effort d'ouverture vers la science pour mieux comprendre en réalité qui nous sommes. Vous savez que vous avez vu par exemple que le code mathématique qui permet de comprendre notre culture, ce sont les mathématiques fractales. Ces mathématiques fractales sont dans la musique. Elles sont dans la danse, mais elles sont dans la coiffure, dans l'art aussi de designer les choses. Le code de mathématiques fractales, c'est ce qu'on appelle la géométrie sacrée. La géométrie sacrée, c'est que quand l'univers crée en symétrie radiale et en symétrie bilatérale. Mais ces symétries sont des codes mathématiques. Il faut pouvoir maintenant les intégrer en toute conscience dans nos créations, et arrêter de faire de l'intuition. Parce que quand on aura à transmettre aux jeunes générations un certain nombre de choses, l'intuition, ce n'est pas un département de sciences. On n'étudie pas l'intuition à l'UQAM. On étudie les choses réelles. Il faut passer aux choses réelles et arrêter l'intuition. Voyez? Parce que l'intuition n'est que l'inspiration. Et l'inspiration, nous la recevons dans le cœur. Maintenant, la connaissance traduit l'inspiration en domaine de compétences. Et c'est ça qui est important. Voilà. Bravo pour cette introduction extrêmement éloquente. Aujourd'hui, on avait ce sujet-là, comme on avait eu le temps d'échanger un peu sur la réparation, sur la Shoah, puis qu'on a l'impression qu'on est en train de regarder, je pourrais dire le peuple juif, pour dire, écoutez, puis ça, c'est beaucoup les arguments qu'on a, mais c'est un peu un débat qui est en train de se déployer un peu à travers différents groupes et communautés afro à travers le monde. Donc, tantôt, on est en train de discuter comme ça et on dirait que la technique pour approcher le sujet à la base, c'est notre problème qu'on n'affronte pas ce débat ou cette approche-là de la bonne façon, en fait. Non, la façon de l'approcher, en fait, elle est pas bonne. Et je vais expliquer simplement pourquoi. Vous avez affaire à des gens qui n'ont pas de morale. Donc, ça ne sert à rien de discuter de la morale, puisqu'ils n'en ont pas. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que... Mais c'est vrai. Parce que... Vous vous rendez compte que les bourreaux ont été dédommagés, mais les victimes, non. Et on vous parle de pays des droits de l'homme. Ça veut dire que la personne n'a pas de morale. Donc ça ne sert à rien d'intervenir sur le terrain de la morale. Maintenant, il faut savoir que la réalité, c'est la notion de rapport de force. On vous dit que l'esclavage, la colonisation, ce sont des rapports de force.
Et face à des rapports de force, nous voulons intervenir par la morale. Mais non, il faut créer les conditions du rapport de force. Vous avez vu que lorsque je rentre dans la pièce et qu'il n'y a pas de lumière, je me dirige vers l'interrupteur. Mais si j'enlève l'interrupteur, la personne qui rentre reste dans l'obscurité. Pourquoi on ne s'occupe pas de débrancher l'interrupteur de ces gens-là? C'est tout. C'est-à-dire, ça ne sert à rien d'occuper l'espace. Juste l'interrupteur, c'est ce qu'on appelle le grain de sable qui empêche à la machine d'avancer. Mais encore faut-il affirmer notre volonté de puissance. Le monde noir a un déficit d'affirmation de sa volonté de puissance. Vous voyez ce que je veux dire par là? Wow. Alors, tant que vous avez ce déficit d'affirmation de volonté de puissance, mais l'autre n'est pas bête, il le voit. Mais il va dire que c'est une affaire radicale. Il va dire, cette volonté de puissance, c'est là qu'on va nous traiter ou nous étiqueter de radical. Quel est le contraire du blanc? C'est le noir, non? Bon, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on a dit que quand on fait de la peinture, hein, c'est le noir permet de faire ressortir le blanc, et le blanc ne peut pas exister sans le noir, non? Donc, à quel moment on a parlé de radicalité? Moi, je parle d'une chose qui est très simple. C'est que face à des gens qui n'ont pas de morale, il faut intervenir sur la notion de rapport de force. Et le rapport de force, il est là. Nous avons tous les éléments de ce rapport de force. Mais encore faut-il que nous ayons pris la décision d'être puissants. Un peuple qui n'a pas pris la décision d'être puissant ne peut pas rentrer dans la notion de rapport de force. La chose, c'est là. C'est-à-dire que moi, je vois qu'à tous les niveaux, personne ne peut se... Vous savez, j'ai fait une intervention où j'expliquais que la civilisation occidentale, c'est une civilisation qui n'a jamais existé. Vous voyez? Parce que, prenez une chose. Beaucoup disaient que Obama était le premier noir à la Maison-Blanche. Mais les Noirs ont oublié une chose. Narmer, quand il a fondé l'Égypte ancienne, son palais s'appelait Inetch-Eb. Inetch-Eb, ça veut dire la Maison Blanche. C'est le palais blanc, la forteresse blanche, c'est-à-dire son palais était déjà blanc. Maintenant, la question c'est pourquoi les Américains ont repris un concept africain pour faire la Maison Blanche. Pourquoi y a-t-il plus d'obélix africains hors d'Afrique qu'en Afrique? Vous voyez ce que je veux dire par là? Prenons la pyramide qui est sur le billet de $1. Cette pyramide est où en Occident? Elle est en Afrique, non? Exactement. C'est un peu comme si les Africains faisaient un billet de bord qui mettaient la tour Eiffel dessus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, tu fais un billet de banque africain, tu mets la tour Eiffel, et tu fais référence à quelque chose qui dépasse sur le sol africain. Mais c'est ça qu'ils font. Bon, maintenant, qui a inventé la monnaie? C'est nous. Le premier étalon monétaire de l'histoire de l'humanité s'appelait le châti. Donc, pourquoi vous avez une monnaie blanche, une monnaie jaune et une monnaie un peu plus jaune? Parce qu'on a inventé le hedge, qui veut dire l'argent, métal argenté. On avait la monnaie en or, le noub, en or. Mais pourquoi la monnaie en argent avait plus de valeur que la monnaie en or? Parce qu'il y avait de l'or partout en Afrique. Et il y a la monnaie de cuivre, qui est la monnaie qui représente les petites pièces. Mais quand vous sortez l'argent au Canada, c'est toujours le même échelonnement de couleur d'argent. Mais ça vient de nous. Maintenant, si les Noirs sont ignorants et qu'ils veulent des réparations, je dis écoutez une chose. On n'a jamais vu un peuple ignorant bâtir un projet de civilisation. Parce que le problème, ce n'est pas les réparations. Le problème, c'est le projet de civilisation. Et il faut que nous ayons un projet de civilisation indépendamment des autres. Est-ce que vous voyez l'affaire? On a des cheveux crépus, quelqu'un qui veut être coiffeur passe son diplôme en coiffant des cheveux lisses. Mais qui aurait accepté ça? Mais il faut comprendre l'affaire. Qui aurait accepté une telle ignominie? Qui va accepter ça? Vous voulez que les Européens qui font des concours de coiffure coiffent des cheveux crépus? Mais non, ils vont dire, mais non, nos cheveux ne sont pas crépus, ils sont lisses. Donc c'est normal qu'on coiffe des cheveux lisses, non? Mais la chose, c'est pourquoi on continue à avoir... C'est pour vous dire, c'est-à-dire que si déjà, au niveau d'un diplôme de coiffure, on est à l'examen avec quelqu'un qui a des cheveux lisses au lieu d'avoir des cheveux crépus, c'est qu'il y a un enjeu économique. C'est de vendre du tissage. C'est-à-dire de faire en sorte que nous faisions le match de la coiffure à l'extérieur et non pas à domicile. Et c'est ça qui se passe.
Parce que le match de la coiffure, il doit se faire à domicile. C'est-à-dire nous devons maîtriser l'énergie de nos cheveux. Parce que nos cheveux, ce n'est pas des cheveux, c'est de l'énergie. C'est pas seulement une coiffure comme ça, c'est pas de de l'énergie. l'esthétique. Mais non, c'est de l'énergie. Et cette énergie-là, qui nous permet de nous mouvoir, parce que vous savez très bien que les arbres ont des feuilles qui captent l'énergie solaire. Nous, on a des cheveux qui captent l'énergie solaire aussi. Mais la chose, c'est qu'il faut que ces cheveux aient la capacité de capter cette énergie. Parce qu'il y a une raison. C'est la polarité positive et sous les pieds, c'est la polarité négative. Donc les choses ne sont pas de l'ordre du hasard. Donc il faut étudier. Donc la chose, c'est que, vous savez, lorsque Madame Angot dit ce qu'elle dit, tout le monde sait que c'est faux. Pour ceux qui ne savent pas, elle avait été sur un plateau de télé, elle avait comparé l'Holocauste et à une compétition des Jeux Olympiques. Exactement. Où le colon entraîne les Noirs pour faire un 100 mètres. C'est vraiment ça. Mais oui, faut gagner du temps. Tout le monde sait que, à moins d'être débile, hein, je ne sais pas où on va à l'asile des folles, je ne sais pas. C'est de la grande débilité. Bon. Mais la chose, c'est qu'il y a des intérêts qu'elle défend. Parce qu'elle est dans le rapport de force. C'est ça les enjeux. Elle est dans le rapport de force parce qu'elle défend des intérêts. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous, en face? On instaure le rapport de force? Ou on dit, bon, on fait des allocaux avec un poulet braisé. Est-ce que tu viens manger avec moi? On va discuter. Est-ce que vous voulez la faire? C'est un petit peu ça. Moi, vous savez, j'ai eu le même problème avec la chaîne de télévision M6 qui faisait une comédie musicale Autant n'emporte le vent. Moi, je n'ai pas été discuté. J'ai pris 3 avocats, 2 magistrats, j'attaque en justice directe. Wow. Est-ce que vous comprenez l'affaire? C'est tout. Parce que tout autant que tu vas discuter avec quelqu'un qui n'a pas de morale, ça ne sert à rien. Parce que moi, chaque année, vous avez des gens qui passent leur temps à raconter des bêtises, vous voyez, en faisant semblant d'être ignorants. En faisant semblant d'être ignorant. Mais bien sûr, parce qu'il y a des plateaux de télévision sur Europe 1 et autres, vous abordez le même sujet, vous voyez bien que le journaliste maîtrise le sujet. Mais là, il y a des intérêts qu'on défend. C'est ça les enjeux. Vous voyez l'affaire? Donc, à partir de ce moment-là, le problème se pose et il est très simple. J'ai vu en venant d'Ottawa à Montréal, un immense terrain, c'était marqué à vendre. Qu'est-ce qu'on attend pour l'acheter? C'est simple que ça. Hein? Parce que les gens, quand ils viennent, le Canadien, quand il vient au Cameroun, il achète. Quand il vient en Guadeloupe, il achète. Quand vous mettez terrain à vendre, il achète. Mais quand on est chez lui, on regarde les choses. Mais pourquoi on n'achète pas aussi alors? Est-ce que vous voulez la faire? C'est-à-dire que l'enjeu, c'est la capacité collective à investir quand on n'a pas la capacité individuelle. Mais quand on a la volonté collective de puissance, le problème est vite réglé. Est-ce que vous voyez ce que je dis par là? C'est ça les enjeux. Les enjeux, c'est qu'il faut comprendre que Dieu a créé 2 fils. Il y a le feu et il y a l'eau. L'eau va voir Dieu en disant, hé papa, tu sais quoi, le fils que tu as créé là, le feu, mais il est en train de tout brûler. Il a déjà brûlé l'Afrique, il a brûlé l'Amérique, il a brûlé tout ça, il a brûlé partout. Et Dieu lui dit, mais tu sais, si j'ai créé un fils qui s'appelle le feu, tu sais que j'ai créé un fils qui s'appelle l'eau. Et quelle est la mission de l'eau? Il dit, ben, éteindre le feu. Et tu sais quoi, toi? Tu es quoi, toi, dans le jeu? Ben, je suis l'eau. Il dit, ben, va éteindre le feu. C'est-à-dire que, va éteindre le feu. Et vous savez que, en fait, c'est surprenant parce qu'il n'y a rien qui correspond pour nous à un obstacle. Moi, vous savez, les Européens, je les adore. Et je leur dis toujours que je les adore. Parce que voilà un entraîneur qui t'entraîne à la méchanceté et tu ne le payes pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune fiche de paye montrant que nous payons les Blancs dans leur méchanceté vis-à-vis de nous. Mais c'est excellent. Parce que le gars, comme il n'a rien d'autre à faire, il s'occupe, mais on ne le paye pas. Ça s'appelle du bénévolat. Est-ce que vous voulez la faire? Non, mais je leur dis en face, c'est du bénévolat. Wow. Le gars s'entraîne à être méchant. Enfin, il nous entraîne à devenir méchant. Mais il y a une chose qui se passe. C'est que quand il met la barre à 1 mètre, on saute. À 2 mètres, on finit par sauter. À 3 mètres, on finit encore par sauter. Mais il ne faut pas qu'il oublie une chose. À 50 cm, il ne saute pas, lui.
pendant qu'ils nous entraînent à sauter la barre à 3 mètres, à 50 cm, ils ne sautent pas. Regardez une chose. Vous avez des noirs qui touchent 900 € par mois. Ils n'ont jamais fait gilet noir. Mais dès qu'il y a des blancs qui sont à 900 €, gilet jaune direct. Parce que c'est la panique. Dans la tête, oulala, ça va plus, ça va plus. Est-ce que vous voyez l'affaire? Ça montre bien la fragilité aussi de cette partie de l'humanité. Qui joue à je possède, mais qui flippe. Dès qu'on lui enlève 50 €, ça y est. Mais la chose, c'est qu'il faut une force mentale. Et ça ne manifeste pas la force mentale. Et nous devons manifester une force mentale collective. Mais dans la volonté d'être puissant. On n'a pas besoin d'être aimé. Mais il faut exiger le respect. Parce qu'il est trop tard pour l'amour. On ne veut plus. Vous voyez, il est trop tard. C'est fini l'amour. Il est trop tard. Mais le respect, ça, il faut l'exiger. Vous voyez? Et c'est ça qui est. Mais la chose, c'est que... Waouh! Voyez-vous, il est trop tard pour l'amour. Il est trop tard pour l'amour. Il est trop tard. Non, c'est trop tard. Là, mais la chose, c'est que si nous, on ne se respecte pas, comment voulez-vous que l'autre nous respecte? Nous avons des pectoraux, d'accord? Mais le vêtement qu'on porte a été fabriqué par qui? Vous imaginez, il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Samedi, dimanche, on ne peut pas porter une chemise fabriquée par nous. C'est-à-dire, si on dit oui, il faut aller travailler, mais on peut quand même réserver, comme beaucoup font, réserver le week-end à nous. Il n'y a personne qui s'est découpé un bout de tissu pour faire un jean. On est obligé d'aller acheter chez l'autre un jean. Mais on peut faire nos jeans et mettre nos fesses dedans. Nos grosses fesses. On ne dit pas qu'on a des grosses fesses. Faisons des jeans dans lesquels on met nos grosses fesses. Au lieu de mettre nos fesses dans des jeans d'asiatiques qui n'ont pas de fesses. Mais, mais c'est de ça dont il s'agit. L'enjeu, mais c'est ça. Il faut comprendre l'affaire. C'est-à-dire que nous avons la capacité de faire. Mais il faut décider. Et c'est ce que j'aime avec les ancêtres, c'est qu'ils ont décidé. Ils ont décidé de fonder des royaumes. Ils ont décidé de fonder des civilisations. Décidé de fonder des projets de civilisation. Nous, il faut qu'on arrête de prendre l'autre comme étant le point de mire. Parce qu'à force de prendre l'autre comme étant le point de mire, on oublie que nous avons notre projet de civilisation à bâtir. Et c'est ça les enjeux. Les enjeux, c'est qu'il faut oublier l'autre et penser à soi, penser à nous. C'est-à-dire qu'il y a 12 mois dans l'année, quand l'année se termine, qu'est-ce qu'on a acheté à Montréal? Quel contrat qu'on a signé? On ne peut pas passer 12 mois dans l'année, on se voit, on mange, et à la fin de l'année, on est propriétaire de rien. On n'a passé aucun deal avec personne. On n'a même pas fondé un Uber pour mettre du son rap quand tu es dans une voiture de taxi pour écouter ton rap ou ta musique africaine. Puisque dans Uber, c'est de la danse classique qu'on veut te faire écouter, la musique classique. Tu vois, tu dis, mais monsieur, est-ce que je ressemble à cette musique-là? Mets-moi un son. Mais on devrait avoir nos Uber noirs. Est-ce que vous voyez ce que je parle là? Puisque tu as la possibilité de fonder ton truc avec nos sons. Et faire comme les ricains, le truc qui bouge aussi. Vous voyez l'affaire? C'est-à-dire, voilà, tu arrives avec un beurre, tu es là, bam, 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 bam. Mais tout le monde va te voir et tout le monde va vouloir. Tu connais déjà le blanc, il va vouloir monter dans cet Uber-là. Parce qu'il va dire, non, non, ça swing. C'est ça. Il a dit ça swing. Mais on dirait qu'on se bat beaucoup plus pour avoir une certaine position. Je pourrais dire stratégique ou... Non, c'est parce qu'on veut faire plaisir à l'autre. Mais c'est ça. On n'a rien à démontrer. Mais c'est ça, donc on passe pas notre temps à appliquer justement les préceptes que tu dis pour pouvoir créer, posséder et tout ça. Parce qu'on veut se faire accepter d'une certaine façon. Mais c'est ça le problème de fond. C'est-à-dire on veut se faire accepter par l'autre. C'est-à-dire il y a une espèce de syndrome où on cherche dans l'autre la valeur de ce que nous sommes. Et c'est ça, parce que l'autre, il est dans un jeu de dupes. Il sait qu'on est bon. Il sait même qu'on est très bon. Il sait même qu'on est très très bon. Mais il ne va pas te le dire. Mais c'est ça, c'est un jeu de dupe. Il ne va pas te le dire parce que quand il va te le dire, c'est son orgueil qui sera blessé. Mais la chose, c'est qu'à partir du moment où on a décidé qu'il ne nous intéresse pas, c'est-à-dire, ce n'est pas dans le sens où on vit avec l'autre et on n'a pas de relation avec lui. Ce que je sous-entends par là, c'est que les conditions de notre existentialité ne repose pas sur son bon vouloir. Est-ce que vous voyez? Parce que trop de Noirs ont fondé les conditions de leur existentialité sur le bon vouloir de l'autre. Ça, c'est pas acceptable. L'autre, qu'il ait dit oui ou non, c'est pas mon problème, je fais. Nous faisons, vous faisiez, il fait. Est-ce que tu vois? C'est ça qu'il y a.
Et c'est ça les enjeux. En fait, les choses ne sont pas compliquées. Mais c'est parce que nous avons hérité de mauvaises habitudes. Et ces mauvaises habitudes, nous avons cru que finalement c'était un mode d'existence. Mais c'est faux, mes chers amis. Vous savez, les Noirs n'ont aucun problème. Si ce n'est qu'un problème de poulailler. On aurait été jaune, on n'affirme pas notre volonté de puissance, on aurait eu les mêmes problèmes. On aurait été violet, on n'affirme pas notre volonté de puissance, on aurait eu les mêmes problèmes. C'est pas parce qu'on est noir qu'on a ces problèmes-là. C'est parce que tout simplement, il y a une chose que tout le monde sait, c'est là où la barrière elle est basse, que tous les voleurs passent. Mais quand tu as remonté ta barrière, le voleur ne peut plus passer. Et on a affaire à une bande de voleurs. Mais c'est ça le problème. Mais c'est vrai. On a affaire à une bande de voleurs. Ils savent bien que ce sont des voleurs. Quand on prend le franc CFA, tous ces trucs-là. Mais si les gens n'étaient pas voleurs, ils n'ont jamais inventé un truc pareil. Mais la chose, c'est que nous, on doit tout simplement faire preuve aussi de fermeté. Vous voyez? Faire preuve de fermeté. Moi, je vois, à l'époque de Martin Luther King, les Noirs ont dit on ne monte pas dans le bus. Ils sont restés plus d'1 an à ne pas monter dans le bus. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont pu gagner les droits civiques. Mais le problème, c'est pourquoi pendant 1 an, c'est pas assis pour faire des bus. Parce qu'on fait une émission qui s'appelle Pump My Ride, on découpe des voitures à la scie, on les soude, on met des téléviseurs dedans avec des salles de bain et des baignoires. On peut pas faire notre marque. Hein? Vrai, et pourquoi on ne fait pas notre marque de bus avec un son rap à l'intérieur, hein, pour pouvoir être dans ton bus et écouter ton rap tranquillement? Pourquoi tu attends que l'autre t'autorise à monter dans son bus pour monter dans une voiture? Pourquoi toi-même tu fais pas ton bus? C'est ça le problème du monde noir. C'est qu'il attend son salut de l'autre. Et tout autant qu'il dit, oui, je paye mon ticket, je veux monter où je veux dans le bus, tu m'empêches de monter, je ne monte pas dans ton bus. Mais si tu dis, écoute, tu sais quoi, tu vois ton bus, franchement, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai le mien. Est-ce que tu reprends l'affaire? Et comme tu as oublié que 80% de ton chiffre d'affaires vient de ma communauté, c'est toi que bientôt tu vas marcher à pied, mais je ne te prendrai pas dans mon bus. Tu vas apprendre à marcher. Et c'est là que, même c'est comme ça, c'est là que, à partir de ce moment-là, vous avez votre activité économique de bus et vous développez vos bus. Ça sert à quoi d'être à 80% de noirs dans de bus de blancs qui ne veulent pas de noirs? Est-ce que dans notre cerveau, c'est marqué, ce cerveau-là ne sait pas faire un bus? Mais il faut arrêter, on a construit les pyramides. Ce n'est pas un bus qu'on va pouvoir faire. Est-ce que vous voulez la faire? Donc, ce qui veut dire qu'il y a des erreurs stratégiques qui ont été faites dans l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire par là? Il y a des erreurs stratégiques. Et ces erreurs stratégiques viennent du fait que le monde noir est manipulé quand il doit prendre les décisions de souveraineté. Ok, il faut que tu répètes celui-là, ok? Oui. Et quand il va redire cette phrase-là, quand il y a des gros punchlines ou quelque chose, fait comme Donc, répète cette phrase-là et vous allez faire ce son-là. Le monde noir a un déficit d'intention et d'envie de souveraineté. Voilà. La chose, elle se trouve ici, précisément. Nos grands-mères ont mis dans nos cheveux des huiles. Mais on veut mettre du lait. Tout le monde sait que dans le lait, il y a du bisphénol, il y a du pétrole. Enfin, toute une série de trucs en hall. Pour ceux qui font du rap, je laisse. Bon. Mais la chose, c'est que nous qui faisons ça avec de l'huile de coco, l'huile de carapate, toutes ces huiles-là, pourquoi nous n'avons pas monté une industrie nous permettant de mettre nos huiles? Moi, même si je n'ai pas de cheveux dans ma tête, je mettrai l'huile de coco pour soutenir le projet de la sœur ou du frère qui a fait ça. Pourquoi? Parce qu'il affirme en même temps que moi-même notre volonté de puissance. Vous savez, je fais des ouvrages. Mais ce n'est pas des ouvrages que je vends. Je vends des armes d'instruction massive. Mais c'est ça. Vous avez compris le délire. Là. Mais oui, ce sont des armes d'instruction massive. Parce que nous avons été abrutis depuis 500 ans. Est-ce que vous voulez la faire? Et donc, je parlais d'une chose très simple. Je parlais de l'ordinateur, par exemple. Vous imaginez que sur les 9 brevets les plus importants de l'ordinateur, il y a un noir qui détient 6 brevets. Personne ne le connaît. Il s'appelle Mark Dean. Mais quand vous parlez de gigaoctet, par exemple, c'est lui le père du gigaoctet. Vous voyez? Et c'est lui qui a lancé la marque Lenovo. Quand vous voyez Lenovo, c'est Mark Dean. Et il a fait une interview sur CNN, dans The Times, il a parlé de l'avenir de l'informatique. Mais la chose, c'est comment vous faites pour imaginer
que l'informatique fonctionne avec les mathématiques africaines, c'est un noir qui détient 6 brevets sur 9, et vous avez des ingénieurs informatiques qui ne savent même pas qu'il y a un noir qui est à ce niveau-là dans l'univers de l'informatique. Maintenant, ce même noir aurait vendu du shit à la 24e avenue, on l'aurait connu. Donc, ce qui veut dire que quoi? On organise le négatif sur le positif, de manière à faire en sorte que nous ayons toujours ce déficit de souveraineté, ce qui montre bien qu'il y a manipulation. C'est tout. Bravo. C'est aussi simple que ça. Maintenant, Madame Angot, mais on aurait pu lui proposer un métier de caissière dans notre supermarché. Est-ce que vous voyez l'affaire? Puisque c'est évident que les choses auraient été faites et de toute façon, je dirais, sa carrière est pratiquement terminée dans l'audiovisuel. Mais après, on aurait pu lui envoyer une intention, hein, c'est-à-dire une proposition de travail en tant que technicienne de surface dans le bâtiment qu'on a acheté, en lui disant que comme on a besoin d'une femme de ménage et qu'on a vu ses compétences, on lui propose le poste. Est-ce que vous voyez l'affaire? C'est là où on a besoin. C'est-à-dire, ça sert à rien. Vous avez dit, envoie-lui une offre d'emploi en tant que femme de ménage, en lui disant, comme on a acheté un bâtiment et qu'on a besoin d'une femme de ménage pour passer la serpillière, viens passer la serpillière, on te paye. Puisque tu as montré ton niveau de compétence pour faire ça. Mais son opinion, dans le fond, quand elle a donné sa déclaration pour dire que, bon, les Noirs, dans le fond, on était en bonne condition durant l'esclavage et, je pourrais dire, dans les camps de concentration, le but, c'était vraiment d'exterminer les Juifs. Oui, alors par contre, là, le débat, il est technique. Je vais vous expliquer, les choses sont très simples. Vous savez que, en fait, l'historiographie ne rentre pas dans ce domaine-là parce que c'est le problème du génocide. On est d'accord pour reconnaître que c'est un crime, mais on ne veut pas ouvrir ce débat-là parce que ça deviendrait de fait un génocide. Et la chose du génocide est avérée pour les razzias négrières et l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'on sait, moi, j'ai les taux de mortalité dans beaucoup de plantations. Et beaucoup de gens ont travaillé les taux de mortalité. On se rend compte que quand un colon achète, par exemple, une centaine d'esclaves en 1793, en 1794, 50% des esclaves sont déjà morts. Est-ce que vous voyez l'affaire? Donc, la machine esclavagiste était maintenue par un fort taux d'approvisionnement de nouveaux captifs. Et c'est parce qu'il y avait un fort taux d'approvisionnement de nouveaux captifs qu'on pouvait détruire du captif au travail. Est-ce que vous voyez l'affaire? Maintenant, la deuxième preuve qu'on peut donner, c'est le faible taux de mortalité. Vous avez des plantations, vous avez 15 000 couples et vous avez 0,001 enfant par couple. Ce n'est pas normal. Alors que ce sont des couples en âge de procréation. Donc, ce qui montre bien que c'est le fait d'avoir un rythme d'approvisionnement soutenu, et je prends le professeur Stephen Hahn, il l'a dit, lui-même a dit que les planteurs trouvaient moins coûteux de détruire leur main-d'œuvre au travail, tout simplement parce qu'ils avaient en permanence, je dirais, ils étaient approvisionnés en main-d'œuvre. Donc, l'argument qui consiste à dire que le colon prenait soin de sa main-d'œuvre devrait être traité devant la justice. Parce qu'il y a suffisamment de documents aujourd'hui pour montrer que c'est faux. Maintenant, Mme Angot le sait que c'est faux. Mais elle défend des intérêts. Est-ce que vous voyez l'affaire? Mais les intérêts de qui? Vous avez les Juifs, ils étaient 150 000 Juifs dans le Troisième Reich avec Hitler. Parce qu'il y avait 500 000 Juifs en Allemagne. Et pour montrer qu'ils étaient aussi allemands que les Allemands, ils sont rentrés dans l'armée du Troisième Reich, mais Hitler leur avait demandé d'envoyer un courrier d'intention. Donc les 150 000 Juifs qui sont rentrés dans l'armée d'Hitler ont tous fait un courrier. Et on a la liste nom et prénom, on peut donner. Parce que Brian Rix a fait une liste de ces noms, de manière à montrer, voilà. Donc moi, quand je dis ça, j'ai des documents qui prouvent ça. Je ne parle pas en l'air. Est-ce que vous voyez l'affaire? Le problème de Mme Angot, c'est qu'elle parle en l'air. Mais je ne dis pas ça pour attaquer les uns les autres. C'est un fait d'histoire. C'est un fait d'histoire qui est connu très souvent seul des spécialistes. Mais la chose, c'est que sur des domaines qui sont de l'ordre du crime contre l'humanité, il faut apprendre à se respecter. Maintenant, si on n'est pas respecté, il faut sortir tout simplement la puissance. Et c'est là où on voit que le fait d'avoir fait déficit, d'avoir eu un déficit de puissance, eh bien, quand on arrive là, on sort le fusil, il n'y a pas de balle à l'intérieur.
Est-ce que vous voyez l'affaire? Le problème, c'est la puissance. Vous voyez l'affaire? Le problème, c'est la puissance. Vous savez, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, Monsieur Motunde, j'ai écrit un livre sur tout ce que les Blancs ont déjà fait aux Noirs et que des fois, même les Noirs ont oublié. Wow. Je lui ai demandé, est-ce qu'il connaît un livre écrit par une gazelle où les gazelles racontent comment les lions mangent des gazelles? Parce que les gazelles ont fait un livre, comment les gazelles neutralisent les lions, mais personne ne parle de ce livre-là. Or, il n'y a pas de mur entre les gazelles et les lions. Ça veut dire que les gazelles ont appris à neutraliser les lions. Mais nous sommes tellement dans un processus d'être une gazelle que le lion mange, qu'on oublie que les gazelles vivent avec les lions et neutralisent les lions. Maintenant, j'ai discuté avec une gazelle. Mais oui, j'ai discuté avec une gazelle. J'ai dit, mais gazelle, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as neutralisé le lion? La gazelle m'a dit, vous savez, quand nous sommes dans la savane, nous nous mettons en bordure de marécage. Quand le lion arrive, on saute dans le marécage et on avance. Mais le lion, lui, perd ses forces dans le marécage. Parce qu'il a besoin d'un sol ferme pour prendre de la vitesse, mais dans le marécage, il dérape. Et nous, comme ça, on est devant le lion, on fait alors, qu'est-ce que t'attends? C'est tout. Est-ce que vous voulez la faire? C'est-à-dire que la gazelle s'amuse puisqu'elle connaît le lion. Depuis qu'elle est née, elle connaît le lion. Donc elle a maîtrisé le lion. Nous sommes les seules gazelles qui font semblant de découvrir des lions tous les jours. Mais c'est quoi cette affaire, hein? On sait qu'il y a des lions, non? Eh bien, organisez-nous pour faire comme la gazelle, maîtriser les lions. On ne va pas passer tout notre temps à nous plaindre. Ouais, t'as vu ce que le lion nous a fait là? Ouais, t'as vu le lion là? Attends, c'est pas BFM TV du rapport des lions qui ont bouffé des gazelles. C'est ça les problèmes de fond, vous voyez? Moi, je dis qu'il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on change notre état de pensée. Il faut que nous soyons positifs. Il faut que nous ayons cette positivité-là et que nous affirmions ensemble notre volonté d'être puissants. Parce qu'ensemble, nous sommes puissants. Vous savez, une plage, ce sont des grains de sable. Et c'est parce que tous les grains de sable ont accepté d'être au même endroit qu'on a la plage. Parce que si ce grain-là disait, moi je monte au sommet de la montagne, moi je vais au bord de la route, on n'aurait pas de plage. Et les plages sont belles parce que les grains ont accepté d'être ensemble. Nous, on doit être comme ces grains-là qui ont envie de faire une plage pour permettre à nos enfants de venir s'amuser à la plage. Bravo, guys. Voilà. C'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il s'agit tout simplement. Vous voyez? Maintenant, c'est vrai, nous partageons la même planète. On ne peut pas passer tout notre temps à nous taper dessus. Il faut penser les conditions de vivre ensemble. Mais il faut aussi comprendre et faire comprendre aux autres que l'essor économique des nations occidentales ne passe pas par la prédation de l'Afrique. Parce que l'économie par la prédation, ce n'est pas de l'économie, ça s'appelle du vol. L'économie par la prédation, ça ne s'appelle pas de l'économie, c'est du vol. Tout simplement. Alors, on fait du vol ou on fait de l'économie? À un moment, il faut être honnête, un minimum honnête, parce que jusqu'à présent, les Occidentaux ont fait du vol, pas de l'économie. Est-ce que vous voyez l'affaire? Donc la chose, c'est qu'il faut être intransigeant. Il y a une chose qu'il faut toujours rappeler aux gens. Vous voyez l'affaire? C'est que le contentieux de l'histoire n'est pas réglé. Parce que Haïti, qui a vaincu l'armée la plus puissante du monde, on a sommé les vainqueurs haïtiens de payer le dédommagement de colons. C'est où qu'on a? C'est-à-dire que vous avez des gens qui parlent des droits de l'homme et de la morale, qui vous parlent de Nietzsche en cours de philosophie, et qui ont fait des victimes payer des bourreaux, leurs propres bourreaux. Et quand il faut rembourser, on vous dit oui, mais vu la valeur de l'argent en ce moment, et puis vu les problèmes économiques, et puis vu. Mais la chose, c'est qu'il y a quand même un déficit de morale dans cette affaire-là. Et ça, il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir le redire. Mais nous, on œuvre pendant ce temps-là, on travaille. On fait en sorte que nos enfants ne soient pas obligés d'aller travailler chez les autres. Est-ce que vous voyez l'affaire? Que nos enfants ne soient pas obligés d'aller travailler chez les autres. Vous savez que moi, quand j'étais gamin, j'ai vu arriver le hip-hop. Mais le hip-hop a modifié la technologie. Et c'est vrai qu'on a oublié qu'il y avait une des disciplines du hip-hop qui était la technologie. Tout le monde s'est mis à danser, à chanter, à rapper. Mais il y a une discipline qui s'appelle la technologie. Et qu'on a laissé aussi à l'autre. On a laissé à l'autre nous vendre des micros, nous vendre des trucs. Et c'est vrai que c'est tardivement qu'on a vu des frères américains rappeurs rentrer dans l'univers de la technologie. Avec beaucoup de retard.
Mais tous les progrès de la technologie que nous connaissons avec les ordinateurs, mais c'est le monde noir qui a fait faire ces progrès-là à la technologie. Mais il ne faut pas oublier que la discipline aussi du hip-hop, c'est la technologie. Vous voyez l'affaire? Moi, j'ai rencontré Africa Bambaataa, on a discuté sur un certain nombre de choses. Wow. Africa m'a dit, la discipline de l'histoire fait partie aussi du hip-hop. Mais il faut que des gens se consacrent à cette discipline. Et c'est pour ça que je me suis consacré à l'histoire, pour faire en sorte que les frères n'oublient pas que le hip-hop est né en Afrique. Moi, quand je monte les phases, le breakdance et compagnie, je monte le continent africain. Parce que ces mouvements-là, on les faisait déjà en Afrique. Maintenant, la question, c'est quelle est la signification de ce mouvement en Afrique et quelle est la signification dans le Bronx? C'est là qu'on peut commencer à faire un travail de recherche intéressant. Mais je vous dirai encore une chose. Ces mouvements-là, on les voit en Égypte ancienne, dans le tombeau de Baquet II. Parce qu'on voit les gens tourner sur le dos, tourner le backspin, toutes ces choses-là, le breakdance. Mais c'est fait dans le tombeau de Pharaon. Pharaon breakait, Pharaon rappait. Qui vous a dit que Pharaon répétait un hymne en disant « Loué sois-tu, ô Créateur » qui... Non, on sait très bien que Pharaon rappait. Est-ce que vous voulez la faire? Donc il n'y a pas de limite. Il ne faut pas limiter notre pensée. Il faut que notre pensée soit sans limite. Vous voyez l'affaire? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Vous avez remarqué que quand il fait nuit, il y a la lune et il y a le noir. Il y a la lune qui est blanche et tout autour, il n'y a que du noir. On se comprend. On se comprend. Mais c'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'enlève mes chaussures, en dessous, c'est blanc. Donc je marche sur du blanc. Est-ce que vous voulez... C'est-à-dire que... Non, mais c'est-à-dire que je vais vous dire une chose. Quand on dit ce genre de choses-là, on dit tout de suite, mais Omotunde, toi-même aussi. Je dis que moi, je marche sur du blanc, mais sans avoir l'intention de lui faire mal. Est-ce que vous voulez l'affaire? C'est pour le ramener à la raison. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Puis pour le ramener à la dimension d'être humain, parce qu'il ne l'est pas. Vous voyez l'affaire? C'est un humain, mais qui n'est pas un être humain. C'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas comme quelqu'un qui veut revenir dans la maison des humains. Il faut lui montrer le chemin. Et ce n'est pas en étant gentil, conciliant, nœud coulant, qu'on va y arriver, dans le rapport de force. Vous voyez l'affaire? Le rapport de force. C'est pour ça que je dis qu'il y a la lune, et tout autour de la lune, il y a le noir. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Il faut rappeler ça à la lune. Vous voyez, il y a la lune, il y a le noir autour. Mais c'est ça qui fait la beauté de la nuit. Est-ce que vous voyez l'affaire? Ça fait la beauté de la nuit. Donc c'est ça, il faut revenir aussi à une beauté de l'humanité en aidant certains individus à revenir à l'état d'être humain. Parce qu'on les a perdus en route. On marchait avec des blancs, on s'est retourné, mais il n'y a plus personne. Ils sont passés où? Vous voyez ce que je veux dire par là? Et c'est ça les problématiques de fond. Mais la chose, c'est que il faut que nous ayons notre projet. Il faut que nous puissions théoriser nos objectifs. Et moi, ce que je vous inviterai à faire à Montréal, c'est quand vous êtes ici, vous savez, c'est de dire que, voilà, cette année, on la commence. Quel est notre objectif en décembre? Vous avez 12 mois pour réaliser un objectif collectif. Est-ce que vous voulez la faire? Parce qu'on ne peut pas être ensemble et ne pas avoir d'objectif collectif. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on ait ces objectifs collectifs. Peut-être madame va dire, oui, moi j'ai tel projet. On dit, ben, cette année, on va aider madame à faire son projet. C'est notre objectif collectif. Quand elle a fait, on dit, bon, maintenant, tu nous donnes à manger gratuitement parce qu'on t'a aidé au moins le premier jour. Elle fait à manger, puis les autres jours, on paye. Est-ce qu'on veut la faire? Après, on passe à quelqu'un d'autre. Mais c'est ça, c'est-à-dire que, quel est l'intérêt d'être ensemble si on ne construit pas notre pyramide? Vous voyez l'affaire? Il restera de notre présence ici que du vent. Alors que nos ancêtres nous ont laissé des pierres, mais en forme d'élévation. C'est ça les enjeux. Les ancêtres ont été ensemble, mais on voit ce qu'ils nous ont laissé. On ne peut pas être là et ne pas être en mesure de laisser un témoignage vivant, vibrant de notre présence ici à Montréal. Et ça, il faut apprendre à le faire. Vous voyez? Donc c'est toute cette démarche-là qui est, je dirais, assez particulière, mais on doit y penser. On doit penser à ça et faire en sorte que nous puissions véritablement sortir aussi des contextes de religion, les histoires de Jésus-Christ, tout ça. Il faut arrêter ça. Vous savez que, moi, je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui meurt un vendredi à 15h ne ressuscite pas le 3e jour un dimanche matin. Parce que vendredi 15h, samedi 15h, ça fait un jour. Samedi 15h, dimanche 15h, ça fait 2 jours.
dimanche 15h, lundi 15h, ça fait 3 jours. Donc il ne peut même pas ressusciter lundi matin. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc ça montre bien que ces gens-là ne savaient même pas compter. Vous voyez? Mais oui. Mais nous, en Afrique, on parle comment? On dit 3 levées de soleil, 3 couchers de soleil. On dit dans 3 levées de soleil ou dans 3 couchers de soleil. Donc ça veut dire que ces notions-là, regardez les textes sacrés africains, on n'a pas de problème pour compter le temps. C'est nous qui avons inventé l'heure, la minute et la seconde, l'année et le mois. Le calendrier africain, c'était 12 mois. Et c'est Jules César qui a copié notre calendrier. Donc la chose, c'est que il s'agit aujourd'hui de faire en sorte de ne plus donner à l'autre le sentiment que nous avons besoin de lui. Parce que dans le sentiment qu'il a qu'on a besoin de lui, il nous méprise. C'est tout l'enjeu des textes de Césaire. C'est ça la problématique de fond. Parce qu'à partir du moment où j'ai vu Spike Lee dire on va faire nos films nous-mêmes, on va les financer nous-mêmes, il y a eu des noirs dans tous les films. Donc si on avait continué à pleurer, on serait encore dans des problèmes. On n'aurait pas eu de réalisateurs noirs comme Foucault qui aurait pu faire des films. C'est parce que nous avons franchi un cap. Et c'est pour ça que je dis que les femmes noires de la communauté qui sont allées au Festival de Cannes, mais arrêtez de demander aux gens des scénarios. Vous savez faire des scénarios. Demandez à votre communauté de vous financer pour faire un film. On va vous donner de l'argent. On va vous financer un film. Il faut bien comprendre la chose. C'est-à-dire que si vous attendez sur l'autre d'avoir le bon vouloir pour vous permettre de faire, vous risquez de devenir vieux et vous n'aurez pas fait. Mais si vous comptez sur l'esprit de responsabilité de la communauté pour faire, eh bien vous allez voir que vous allez faire. Moi, je vois beaucoup d'acteurs noirs comme Wesley Snipes. Wesley Snipes a monté sa boîte de production et fait ses films. Est-ce que vous voulez la faire? Et il tourne beaucoup de films et il vend ses films en DVD et Wesley est toujours là. Mais est-ce que vous voyez Wesley dit oui, je veux jouer dans le match? Non, Wesley a sa boîte de production. Donc il faut monter aussi nos boîtes de production et il faut faire. D'ailleurs, on fait de très beaux clips. Regardez les clips qu'on fait en Afrique, les clips qu'on fait en Amérique, on fait de très beaux clips. Mais un film, c'est un clip un tout petit peu plus long. Donc si on sait faire un clip pour une musique, on peut faire un film. On peut se donner les moyens de faire de belles choses. Vous voyez? Mais il faut qu'on ait envie, il faut qu'on décide. Il faut qu'on arrête de voir l'autre comme notre planche de salut. Il faut qu'on fasse. Parce qu'on n'a rien à prouver à l'autre. On n'a plus rien à prouver. On a coupé sa canne, on lui a montré que vraiment on sait bosser. Pour lui, mais maintenant bossons pour nous. Est-ce que vous voulez la faire? Bossons pour nous un petit peu. Essayons de faire les choses pour les jeunes générations qui viennent demain. Vous voyez, comme ça, quand elle est dans le champ, ils voient des blancs qui coupent notre canne. Non mais c'est vrai. Mais attends, mais bien sûr. Mais attends, mais c'est pas ça le but du jeu. Mais c'est ça le but du jeu. C'est pas ça que le but du jeu. Mais attends, c'est une pièce de théâtre, je coupe ta canne, tu coupes ma canne, nous coupons. C'est une pièce de théâtre aussi, il faut le prendre comme ça. C'est-à-dire que, vous savez, il faut savoir rire aussi un peu avec l'histoire. Parce que l'histoire nous fait avoir des basses vibrations, parce qu'on devient un peu rancunier. Vous voyez ce que je veux dire par là? Il faut savoir que notre histoire, elle est très belle, elle est extraordinaire. Mais il ne faut pas oublier une chose, hein. L'univers crée une chose et crée le contraire de la même chose. Et le contraire de cette chose-là te dit 3 choses. Si tu n'as pas la volonté, tu ne passeras pas. Parce que je suis là pour t'empêcher d'avancer. Si tu n'es pas déterminé, tu ne passeras pas. Parce que je suis là pour t'empêcher d'avancer. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne passeras pas. Vous voyez l'affaire? Donc c'est pas qu'il veut, c'est là pour nous empêcher, mais c'est pour que nous puissions comprendre que sans élévation, on n'accomplit rien. Il faut que nous apprenions à nous élever. Et quand on aura fait ce travail d'élévation, vous allez voir que tout deviendra beaucoup plus simple. Parce qu'on aura quitté un certain nombre d'idées et de principes qui sont des pensées limitantes. On a beaucoup trop de pensées limitantes alors qu'on a une culture qui a un potentiel énorme. Donc il faut véritablement se donner les moyens d'avoir cette pensée infinie, celle qu'avaient nos ancêtres. Parce que vous imaginez, il y a un cher ami qui dit, si nous construisions un monument avec 3 millions de blocs de pierre de 2 tonnes, et il n'y a que des Noirs, et les Noirs disent, ouais c'est vrai, tu as raison, c'est une très bonne idée. Comment tu vois qu'on pourrait construire ça? Vous voyez l'affaire? Maintenant tu dis, si on construisait une case avec 20 briques de 10 cm,
pot, mais à combien on va acheter les briques? Vous voyez l'affaire? C'est-à-dire une petite case avec 20 briques de 10 cm, ça pose un problème. Alors que les ancêtres ont construit un monument avec 2 millions, 3 millions de blocs de pierre de 2 tonnes. Donc ce qui montre bien que c'est la technique du verre à moitié vide, à moitié plein. Quand tu vois le verre à moitié vide, tu vois que les difficultés. Mais quand tu vois le verre à moitié plein, tu vois que la fin de l'œuvre, l'aboutissement de l'œuvre. Eh bien, je dis qu'il serait peut-être temps que nous apprenions à voir le verre à moitié plein. Ça change tout. Ah, bravo, Ça bravo, change. guys. Voilà. Si vous avez une question Ça rapide change. à Oui. poser, venez vite. Ben, je ne vais pas être bref parce que j'ai envie d'expliquer ce que j'ai à dire. Allons-y. Ben, d'abord, je tiens à vous féliciter et puis je dois dire également que je ne suis pas d'accord en partie à bon nombre de ce que vous dites. Ah ben c'est très intéressant. Vous voyez, on va C'est commencer vrai le débat. que- Non, c'est vrai bien, que- parce qu'il faut savoir une chose. Monsieur, je vais vous dire quelque chose. Il ne faut jamais s'excuser quand on n'est pas d'accord. Parce que c'est à ce moment-là qu'on peut faire le débat. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc là, au contraire, c'est intéressant. Et je vous écoute. Ah, merci. Oui, ben, ça fait longtemps que je réfléchis sur la pensée nègre, particulièrement dans un contexte haïtien. Je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle « Repenser le politique en Haïti »,« Repenser l'État en Haïti », fait que ça m'amène à revoir toute l'architecture de la pensée haïtienne. Et je finis par comprendre qu'il y a une espèce de constipation d'idées, c'est-à-dire les idées ne viennent pas. Et selon votre exposé, dans le temps, les Noirs avaient de grandes idées et j'acquiesce avec ça. Nous avons eu de grands empires en Afrique, ça je le reconnais, je l'acquiesce. Mais la question que je me pose aujourd'hui, qu'est-ce qui est à la base de la décadence de ces empires-là? Pourquoi aujourd'hui nous sommes dans ces états-là? Et qu'est-ce qui nous empêche d'affirmer cette volonté de puissance dont vous parlez? Et je pense que ce n'est pas simple la réponse à cette question. C'est une question qui est très compliquée. Il faut aller au fin fond de notre histoire, de notre sociologie, de notre façon de faire pour en trouver une réponse. Et puis, une des choses avec laquelle que je ne suis pas d'accord avec vous, je ne pense pas qu'aujourd'hui, au XXIe siècle ou en 2019, qu'on peut construire le monde sur la revanche ou sur la haine raciale. Ça me donne beaucoup de problèmes d'adopter tout le temps une espèce d'attitude victimaire pour essayer de justifier des choses. Oui, les Blancs ont causé des torts, j'acquiesce, mais aujourd'hui, il faut dire qu'on est en 2019. Ce n'est pas une question de morale, la chose, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce que nous pouvons faire nous-mêmes sans pour autant essayer de convertir les Blancs comme étant nos bourreaux à nous? Ça ne va pas marcher. On va laisser Alors, peut-être le frère voilà. de répondre. Oui. Merci donc, pour ta question. Merci pour ta Merci, question. merci. En fait, la chose, c'est que justement, j'explique qu'il faut sortir de la démarche victimaire en faisant cet effort d'élévation. La chose, c'est que nous avons à faire sans nous préoccuper de l'autre. Il faut se fixer des objectifs et des agendas. Et la problématique de fond, c'est que nous avons un déficit d'objectifs et d'agendas. Et ça, je le dis depuis très longtemps. Je participe à beaucoup de réunions dans le monde noir, mais il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'agenda pour atteindre ces objectifs. Vous voyez, on dit qu'on veut, mais il faut se fixer des agendas. Maintenant, concernant la problématique d'Haïti, vous savez qu'Antenor Fima a expliqué que les notions de gouvernement, l'architecture de l'administration, tout cela vient de l'Égypte. La chose, c'est que si le jeune est convaincu que tout ce qui est de l'ordre de l'organisation ne vient pas de sa culture, ça crée un phénomène d'aliénation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ignorer ses compétences et vouloir bâtir. Il faut d'abord ne pas oublier une chose. La première des connaissances, c'est la connaissance de soi-même, c'est-à-dire de ses racines et de ses achèvements, c'est-à-dire ce qu'on a réalisé par le passé. Maintenant, parlons de la problématique de l'esclavage et des razzias négrières. Si vous prenez le premier homme qui remonte pratiquement à 400 000 ans, et dans ces 400 000 ans, vous mettez l'expérience des razzias négrières et de l'esclavage, qui est de l'ordre de 500 ans. Ça représente 0,0000000000001 en termes de temps, d'espace-temps. On ne peut pas focaliser
la projection que nous avons sur nous-mêmes sur une infime partie. C'est-à-dire que ceci, c'est tout simplement un défi qui nous est lancé, mais ce n'est pas un défi individuel, c'est un défi collectif. Et ce défi collectif nous amène tout simplement à unir une chose qui est très simple. Il faut que la somme des intérêts individuels égale un intérêt collectif. Je répète, la somme des intérêts individuels égale un intérêt collectif. C'est Yes. ça. Yes. Haïti, c'est ça. Il faut que la somme des intérêts individuels égale un intérêt C'est collectif. Vous voyez? L'autre problème de fond, et écoutez bien parce que c'est extraordinaire, les Noirs sont majoritaires dans un pays, ils sont dominés. Ils sont minoritaires dans un pays, ils sont dominés. C'est-à-dire, peu importe le taux de représentativité, il n'y a pas la pensée de la puissance. Vous voyez l'affaire? Et c'est ce déficit de pensée de puissance qui fait qu'on a l'impression que les situations se répètent, mais dans des lieux où le taux de représentativité n'est pas le même. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de territoires où les Noirs sont majoritaires. La chose, c'est que la minorité fait preuve de volonté de puissance sur la majorité. Et c'est ça aussi les problèmes de fond. Maintenant, qui fait l'enseignement de la majorité, la minorité? Alors, naturellement, la minorité forme la majorité par rapport à ses intérêts, ce qui est logique. C'est-à-dire, on ne va pas refaire le fil à couper le beurre. Ce sont des choses qui s'expliquent très simplement. Mais la chose, c'est que dans nos subconscients, dans nos imaginaires, nous avons les images de l'autre, pas nos images. Parce qu'il nous manque des ouvrages, il nous manque des iconographies, il nous manque des visuels pour faire en sorte que depuis tout petit, l'enfant puisse avoir des images qui lui montrent la beauté du monde noir, la grandeur du monde noir, qui lui montrent des choses extraordinaires. Est-ce que vous voyez l'affaire? Et c'est ça qui fait que le fait de ne pas avoir un certain nombre d'images positives dans l'imaginaire, eh bien, quand on va dans notre imaginaire, on va à la cave. Et on reproduit la cave dans nos existences matérielles. Maintenant, monsieur, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que Haïti est le pays le plus riche de toute l'Amérique du Sud? Vous savez qu'il y a du pétrole en Haïti. Vous savez qu'il y a de l'or. Vous savez qu'il y a du diamant. L'iridium, qui est un métal qu'on utilise pour envoyer les fusées dans l'espace. Haïti n'a pas un problème de pauvre. Haïti a un problème de riche. Vous comprenez l'affaire? Ce n'est pas un problème de pauvre, c'est un problème de riche. C'est-à-dire que Haïti a beaucoup... Vous imaginez qu'on dit qu'Haïti a plus de pétrole que le Venezuela. Est-ce que le gisement de pétrole en Haïti est supérieur à celui du Venezuela? Et c'est simplement maintenant que les Haïtiens percutent au fait que même certains gouvernants haïtiens ont avoué que même le FMI a déjà signé des contrats pour exploiter ces richesses-là. La chose maintenant, c'est que si nous avions cette volonté de puissance, nous aurions pu intervenir dans ce jeu. Est-ce que vous voyez l'affaire? En apportant de l'engineering, en apportant de la réflexion, en apportant même ne serait-ce que des discussions autour de ces thèmes-là. Mais la chose, c'est qu'on s'enferme dans des histoires d'esclavage et autres, alors que le problème de fond, c'est que nous avons des richesses inestimables que les autres voient, mais que nous, on ne voit pas même dans notre subconscient et nos inconscients. Donc tout ça doit montrer qu'il y a en fait un effort de projection de nous-mêmes que nous devons faire dans l'avenir, de manière à faire en sorte que nous puissions, tout simplement, nous arrimer à cette projection. C'est-à-dire, si dans l'avenir on se voit grand, vous allez voir que nous allons agir de manière à aller vers cette grandeur. Mais si dans l'avenir on se voit mendiant au bord de la route, eh bien, on est en train de prendre le chemin de la mendicité. C'est-à-dire, c'est cette projection qui va nous fixer le cap collectif. Et ça, c'est important de décider une bonne fois pour toutes comment on se projette dans l'avenir. Et ça, c'est pas simplement un problème haïtien, ça nous concerne tous. Exactement. Vous voyez, et ça, c'est important. Voilà. Bravo pour le frère. Malheureusement, je sais que vous avez des questions. On va pouvoir peut-être les répondre après, mais je sais que le frère doit aller dans d'autres Oui, on va activités. peut-être prendre une dernière question, rapidement. Vas-y. Bon, et merci à toute l'équipe du Kéké Show, justement parce que c'est quand même un grand privilège d'avoir quelqu'un d'aussi haut calibre
justement, qui fait ce travail de fond, de prendre justement des connaissances qui se retrouvent, disons, dans des connaissances initiatiques pour les transformer en savoir pédagogique. Mais où ce que je me situe, c'est comment arriver justement à appliquer ces savoirs-là maintenant. Si on prend par exemple l'exemple de la monnaie, et dans la plupart des sociétés, et disons matrifocales, dans les sociétés justement africaines en général, il y a souvent eu différents types de monnaies avec différents types d'échanges. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de ces innovations d'échanges économiques justement dans une situation où ce que là maintenant on a les technologies qui peuvent nous faciliter justement ce type d'échange-là. Comme quand on prend par exemple... Si on prend par exemple l'exemple du franc CFA et tout ça, etc. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas justement proposer nos propres types de monnaie, nos propres types d'échanges, justement, avec des objectifs clairs, mais au lieu de se dire justement, bon, aujourd'hui tu me fais à manger, mais de quantifier le temps, par exemple, et tout ça, etc., pour mieux aboutir nos projets en tant que... Donc, il va répondre, ensuite, on va... Voilà. Moi, en fait, je dirais qu'en réalité, les choses sont beaucoup plus simples que vous pourriez l'imaginer. Je prends par exemple, madame, elle a un collier. Si tous les matins, chaque fois qu'elle met ce collier autour de son cou, elle se dit une phrase rituelle positive, elle va finir par se reprogrammer positivement parlant. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre une chose, mes chers amis, c'est-à-dire que pour arriver à faire ce que nous avons à faire, il faut se programmer pour le faire. Et vous voyez qu'on met des bracelets, on met des colliers. Moi, tous les matins, je mets mon collier, je mets mon bracelet. Mais j'ai une phrase rituelle que je me dis. Parce que comme ça, au bout de 21 jours, vous avez commencé à intégrer dans votre ADN, dans votre gène, cette volonté d'élévation. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Mais cette élévation n'est pas conçue dans une démarche individuelle. Elle n'est valable que si on s'élève tous. Donc, c'est un désir d'élévation qui est assujetti à l'envie de donner aux autres aussi ce désir d'élévation dans la positivité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que notre monde économique n'existe pas. Vous voyez bien que l'Asiatique, quand il fait le restaurant asiatique, il fait de la cuisine asiatique. Et tout ce qui est de l'ordre de ce qu'il vend est de l'ordre de sa culture. Mais la chose, c'est qu'il y a une espèce de petit complexe où nous avons beaucoup de process et de savoir-faire dans notre culture, mais au lieu de valoriser nos savoir-faire ancestraux et de les rendre opératoires économiquement parlant, voire même de fonder une bourse. On peut coter le manioc en bourse. On peut coter le fouille à pain en bourse. On peut coter l'igname en bourse. On peut coter la patate douce en bourse. Pourquoi voulons-nous manger ce que les Occidentaux ont coté en bourse, alors qu'il y a des milliards de choses qui n'ont pas coté en bourse? Moi, je vois, par exemple, chez nous, on a beaucoup de fruits. L'Européen fait un yaourt à la fraise, à la framboise, vous voyez, à la vanille, à la fraise, à la framboise, à la vanille. À la fraise, à la framboise, à la vanille. Mais à la fraise, à la framboise, à la vanille. Nous, on a une liste de fruits interminable. Mais pourquoi? Pourquoi ne faisons pas aussi, on doit faire nos yaourts avec nos fruits et lui faire goûter nos fruits? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Comme ça, c'est donnant, donnant. L'économie, il faut que ça soit bilatéral. Vous voyez? Il faut qu'il y ait l'échange. Il faut que l'échange soit un échange productif pour les deux. Et la chose, c'est que peut-être qu'on se contente de manger le yaourt de l'autre sans penser à lui faire un yaourt qu'on pourrait aussi lui proposer. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Vraiment, je vous dis, nous sommes compétents. C'est-à-dire, regardez, à l'époque de nos grands-mères, les grands-mères n'avaient pas autant de compétences. Vous voyez, n'avaient pas autant de savoir. Nous avons beaucoup de savoir lorsque nous mutualisons ces savoirs. Vous savez ce qui manque? Un objectif. C'est tout.
Il nous manque un objectif collectif. Et cet objectif collectif ne concerne pas l'autre. Ce n'est pas par rapport à l'autre ou contre l'autre. Nous devons faire pour les jeunes générations. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire pour dire, nos arrières avaient fait une pyramide, nos parents ont fait une autre pyramide, la voilà. Mais il nous faut un objectif. Vous voyez ce que je veux dire par là? Il nous faut un objectif, mes chers amis. Il faut cet objectif. Parce que quand on aura tous intégré cet objectif, on pourra faire des t-shirts avec cet objectif pour ne pas oublier. On va mettre les boucles d'oreilles en nous rappelant l'objectif. On va mettre nos bracelets en nous rappelant cet objectif. Et tous les matins, on sera des millions à nous rappeler cet objectif. Forcément, on va l'atteindre. Forcément, on va l'atteindre. Vous voyez? Donc, c'est ça les problématiques de fond. Les histoires d'être rancunier, on n'a pas le temps. Les histoires de se plaindre parce que le blanc, on n'a pas le temps. Vous voyez l'affaire? Parce que nous sommes des êtres de lumière. Nous ne sommes pas des êtres de l'ombre ou de l'obscurité. Nous sommes des êtres de lumière. Donc, on doit rester fidèle à cette lumière et toujours veiller à apporter cette lumière aux autres. Mais il ne faut pas que les autres aussi oublient que nous partageons la même planète. Et que nous, quand on dit les choses, on a des dossiers. Les autres n'ont rien. Est-ce que vous voyez l'affaire? Mais ce n'est pas la volonté de médire l'autre. C'est simplement dire à l'autre, quand est-ce qu'on va commencer à être humain? Quand est-ce? Vous voyez? Et c'est ça qui est important. Bah, Voilà, bravo, donc c'est ça guys. que je voulais partager avec vous. Merci, frère Omotunde. Make some noise, guys. Make some noise, make some noise. Donc, merci pour son passage à Montréal. J'espère que tu vas revenir très bientôt aussi nous voir. Et bon, je vois que vous êtes en train de bien manger aussi, guys. Sur les personnes qui voulaient poser des questions, les autres panélistes vont pouvoir aussi les poser.